Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, connaissait peu notre valeur, connaissait peu notre valeur. Va Louis Gros Paour du temple dans la tour. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé, dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour. Vous voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ses droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps. On ferait nos valises tous les 4 matins, libérés de l'emprise du réveil qui nous atteint. Car l'esprit d'entreprise, c'est celui du malin. Je vis très bien la crise de rire avec mes copains. Moi je serais moins inquiet si le monde fonctionnait de façon générale comme une assemblée généreuse. Façon loi 1901, ça m'irait bien. Heureux le bénévole s'envole
quand l'actionnaire prend les nerfs. S'il y a une chose qui me console, c'est d'imaginer l'éducation populaire. Alors on invente et on braille, on fait des étincelles au bercail. Je trinque à l'associatif, car j'ai là le collectif. Moi je serais moins inquiet si le monde fonctionnait de façon générale comme une assemblée généreuse. Façon loi 1901, ça m'irait bien. Moi un ticket plus tranquille, si tout le monde est assemblé, pour nous vivre tête collés, hein, dans celle y en a généreux. En manière 1901, ça t'équipe les moins bien. Chauffe Michel, chauffe. Moi je serais moins inquiet si le monde fonctionnait de façon générale comme une assemblée généreuse. Façon loi 1901, ça m'irait très très bien. Très très bien. Ah, moi un ticket plus tranquille, si tout le monde est assemblé, pour nous vivre tête collée, hein, dans celle y en a généreux. En manière 1901, ça t'équipe le moins bien. L'idée, c'est de gouverner avec tous ceux qui auront envie de mettre en œuvre nos propositions. Je l'ai dit, on fera des compromis, on travaillera avec toutes les personnes de bonne volonté qui partagent nos grandes orientations politiques. On redonnera toute sa place au travail parlementaire. Et redonner sa place au travail parlementaire, ça veut dire discuter avec des gens qui ne sont pas nécessairement favorables au nouveau Front populaire, mais qui sont favorables aux grandes priorités qu'on porte. Je vous donne un exemple, le service public. Je ne vois pas quel groupe politique à l'Assemblée votera contre le fait qu'on revalorise les infirmières qui travaillent la nuit ou qui votera contre le fait qu'on revalorise la rémunération des enseignants. Aller à l'hôpital sans attendre des heures et être bien traité, que les agents publics retrouvent le sens de leur travail au quotidien. Tout ça, c'est fondamental et c'est ce que propose le nouveau Front populaire. Et maintenant, il est indispensable qu'on poursuive notre mobilisation collective, qu'on ne relâche pas les bras. Il faut qu'on continue ensemble, qu'on continue à nous battre pour que ce programme soit porté au pouvoir et qu'il change la vie des Français. Je compte sur vous. Et vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. Je trouve ça bien déjà qu'on ait quelqu'un qui soit attaché à la question des services publics. Parce que pour moi, c'est la question la plus difficile aujourd'hui à traiter. Il y a eu un dénigrement du service public, mais vraiment un dénigrement. Il y a eu une stratégie pour affaiblir la bête et puis ensuite l'ouvrir à la concurrence et la privatiser. On a beaucoup dénigré les enseignants, on a beaucoup dénigré les personnels hospitaliers avant la crise du Covid. On dénigre constamment les fonctionnaires dans les collectivités locales. Donc, je veux dire, il y a vraiment le service public, c'est quelque chose qui ne fait pas aujourd'hui consensus dans la société, alors que c'est le plus important. Mais je veux dire, la critique est très facile, alors que sur des questions parfois d'environnement, d'écologie, il y a les classes supérieures qui se sont rangées derrière ces questions-là et qui trouvent une importance. Ce n'est pas encore le cas sur les services publics. Tout le monde est conscient dans les quartiers les plus populaires que c'est nécessaire, mais dans certains quartiers, ils ont tellement vu aujourd'hui, la génération qui arrive à une trentaine d'années, tellement vu des services publics qui se dégradaient d'année en année, qu'il est très difficile de leur dire ça va être le grand soir, vous allez avoir des services publics qui vont se réinstaller du jour au lendemain. Et donc, certaines formations politiques vont parfois sur des sujets plus faciles pour attirer des populations, des quartiers populaires, de banlieues parisiennes ou d'ailleurs. Donc, quelqu'un qui soit technique sur le service public, qui connaisse ça très bien, c'est quand même une garantie d'avoir une politique qui soit en faveur des services publics. Et c'est une très bonne chose parce que, comme on le dit tout le temps, hein, le service public, c'est le patrimoine du pauvre. C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et donc, c'est important qu'on ait une technicienne sur ce sujet-là. Donc, je suis plutôt content qu'on ait choisi un profil comme ça. Je pense que Macron, il a fait un pari avec cette dissolution. Il pensait qu'il allait sortir vainqueur. Il pensait qu'il allait mettre les Français face à leur choix et qu'il allait avoir une espèce de super barrage républicain allant du PS
à la droite avec lui et qu'il allait être majoritaire et que donc il allait pouvoir dire regardez les Français, vous ne voulez pas du RN, vous ne voulez pas non plus de la gauche extrême, pour lui c'est les écolos et la LFI, vous voulez un centre qui soit plutôt majoritaire, allant du PS à la droite, et puis qu'on puisse faire des compromis pour passer des réformes, parce que c'est ça, lui, il veut passer des réformes. Bien sûr, il ne veut pas passer des réformes de gauche, c'est-à-dire il ne veut pas taxer les plus riches, investir dans les services publics, lancer une transition écologique. Lui, il veut faire passer des réformes de droite, réduire les déficits, réformer l'assurance chômage, réformer encore les retraites. Donc il a perdu ce pari. Il a perdu. Contre toutes les attentes et toutes les prévisions, la gauche est sortie première. Oui, elle n'est pas majoritaire, mais elle est quand même première. Et donc, elle est en droit d'espérer d'avoir un gouvernement. Et c'est bien qu'elle fasse la demande. Ça a mis du temps. Mais bon, elle a finalement fait cette demande. Maintenant, il faut que le président l'entende. Alors, comme il n'a pas trop de justification à dire, il dit on laisse passer les JO. Il y a une petite euphorie, les gens partent en vacances, puis après c'est la rentrée, et là il va essayer de magouiller quelque chose. Il pense que les gens vont oublier les législatives, mais il ne faut pas que les gens oublient, malgré les Jeux Olympiques et les vacances, il ne faut pas que les gens oublient. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu trop d'élections, que les gens n'ont pas voté. Je le disais, Lucie Castet, donc c'est la cofondatrice du collectif Nos Services Publics, c'est ce collectif composé d'agents publics qu'on a déjà reçu ici, qui lutte depuis plusieurs années pour la défense des services publics. Ils étudient, ils documentent les investissements ou non et la dégradation du service public. Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... C'est dans la rue que ça se passe. 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 C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand-chose. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand revient le printemps. C'est dans la rue que ça se passe quand on lâche nos écrans. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on s'est rencontrés. C'est dans la rue que ça se passe, la peur s'en est allée. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand s'énervent les enfants. C'est dans la rue que ça se passe quand les rejoignent les parents. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on bloque la machine. C'est dans la rue que ça se passe quand les rêves s'animent. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe dans la rue d'à côté. C'est dans la rue que ça se passe comme dans tous les quartiers. C'est dans la rue que ça se passe. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. C'est dans la rue que ça se passe quand les rois sont matés. C'est dans la rue que ça se passe quand passe l'échiquier. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on change d'air. C'est dans la rue que ça se passe toujours en plein air. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on change d'air. C'est dans la rue que ça se passe, on va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe, on va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe, on va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe, on va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe. Est-ce que la crise va bientôt finir ou pas? La recherche est-elle à l'horizon? C'est bien, c'est joli. C'est vous qui avez fait ça? C'est moi, je l'ai vu sur internet. Je suis pas artiste là. J'ai trouvé sur internet. Je serais tout content que ça soit moi qui l'ai fait. C'est pas grave, j'ai l'habitude. On prend lesquels de pince à mousse? Ben non, mais celle-là.
que ce soit le vôtre ou que ce soit quelqu'un d'autre, vous pouvez déjà ouvert. Facilement. Hop là. Non, 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 il fait du bon travail. Hein. Ouais, bah, on est dans une collaboration efficace. Tu as besoin d'argent? T'as besoin d'argent? Les bijoux, c'est là-bas. Ouais, tu la connais pas, Annie? Non, groupe, j'ai droit. C'est ce que je dis aux gens. Non, elle dégage. Mais l'autre, il le suit. Ouais, ce gars-là, il faut... C'est la seule qu'on a réussi à organiser pour l'instant. Ah oui. Voilà. Et dans porte-parole. Oui, et vous y allez cette année aux Amphis? Non, ça on y va. Parce que c'est fatigant. Tu y as été? Ah oui, oui, j'y suis allée l'année. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني Think about the game? I thought it was a good game. I thought in the beginning Israel was better, but now Mali is is destroying them. I think Israel is not bad. Israel is not bad, but I think Mali is going to destroy them today. No, I'm just talking about football. I'm just talking about football. No politic here. Okay? Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! And what do you think? Please stand for the national anthem of Israel. Faire comme s'il ne se passait rien aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie aussi, comme l'a rappelé hier la Cour internationale de justice, est absolument scandaleux pour un pays comme le nôtre qui se prétend la patrie des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, ce qui se passe en ce moment à Gaza?
Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Gaza? Bien sûr, on le voit sur les images. Même si j'ai pas eu le sentiment que, j'ai pas vu beaucoup d'images sur votre antenne aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier, ni avant-avant-hier. Vous n'avez pas le sentiment que des gens n'en parlaient pas beaucoup, mais qu'on n'en parle plus du tout? En 15 jours, il y a 9 écoles qui ont été visées à Gaza. 9 écoles dans lesquelles il y avait des réfugiés. Des gens à qui on a demandé 5 ou 6 fois depuis 9 mois de bouger. 90% de la population de Gaza, qui comprend plus de 2 millions de personnes, a été déplacée. Le nombre de victimes aujourd'hui, vous le connaissez? Vous pouvez nous le rappeler? Plusieurs dizaines de milliers de victimes. Absolument. Ça, c'est vraiment la projection à minima, hein, c'est-à-dire 50 000 morts et disparus. Ça, c'est le bilan officiel. Mais en réalité, les gens qui travaillent vraiment sur le sujet, spécialistes, notamment les humanitaires, nous disent que le bilan est sans doute 3 fois plus élevé. Des centaines de milliers de blessés, des enfants donc morts, amputés, des enfants privés de famille. Et ça se passe tous les jours. Tous les jours, moi, je vois encore sur les réseaux sociaux des images d'enfants déchiquetés qui arrivent dans un état lamentable, dans un hôpital, avec un bras au moins, avec la tête scalpée. Un reportage sur une chaîne étrangère hier qui nous livrait le témoignage d'un humanitaire qui revenait de Gaza, qui nous expliquait qu'il avait dû soigner, c'est un médecin humanitaire, des enfants qui avaient été tués par des balles de sniper. 2 balles dans le même corps d'enfant. Il disait, c'est pas un hasard. Une balle dans la poitrine, une balle dans la tête. Voilà ce qui se passe en ce moment à Gaza. C'est un génocide. Et alors nous, on fait comme si de rien n'était. Quels sont les leviers aujourd'hui pour encore essayer d'avoir une parole sur cette ignominie qui est en train de se passer à quelques heures d'avion de chez nous? Vous pensez que justement agir sur cette délégation, imposer cette bannière neutre, renvoyer à partir du moment où ce moyen existe pour exprimer précisément un point de vue politique et qu'on l'applique pour les Russes et les Biélorusses, pourquoi ne l'applique-t-on pas pour les athlètes israéliens? Parce que vos opposants, en tout cas, expliquent que finalement renvoyer dos à dos ce qui se passe en Russie et l'attitude du gouvernement israélien, eh bien, on compare deux situations qui ne sont pas comparables. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Le gouvernement israélien, qui, ça ne nous a pas échappé, est dirigé aujourd'hui par un homme qui est visé aujourd'hui par la Cour pénale internationale, hein, pour lequel le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt. C'est-à-dire que cet homme est un criminel de guerre. Est-ce qu'on considère que les 400 juifs américains qui étaient dans le Congrès aujourd'hui, qui ont refusé de quitter le Congrès tant qu'il n'y aurait pas un embargo sur les armes, sont antisémites? La polio revient dans la bande de Gaza, elle n'était pas là depuis 25 ans. Des écoles sont bombardées. 80% de la population est déplacée. Est-ce qu'on peut accepter de poser la question politique de sanctions contre un État qui aujourd'hui commet des crimes de guerre? On est loin, on n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas. On détruit délibérément un territoire et toute sa population. On a vu des images de Gaza. Quelle est la situation après 10 mois de guerre et de bombardement? Il n'y a plus rien. Je veux dire, c'est un territoire qui est complètement détruit, ravagé, où il n'y a plus aucune infrastructure qui fonctionne. Il n'y a pratiquement plus aucune infrastructure sanitaire, médicale. Tous les hôpitaux qui étaient des hôpitaux un peu importants ont été obligés d'arrêter parce qu'ils n'ont plus de quoi fonctionner. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de gasoil pour faire fonctionner les appareils. Ils ont été en grande partie détruits. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des milliers de morts sous les décombres qui n'ont pas été récupérés, donc avec des conditions sanitaires qui se dégradent tous les jours un peu plus, les ordures qui peuvent pas être ramassées, et donc d'où les épidémies dont on parle. Et là, on parle de l'apparition de la polio, et donc il faut mettre en place tout un système de vaccination pour éviter que la polio n'atteigne tous les ressortissants de la bande de Gaza, avec une aide humanitaire qui rentre vraiment au compte-gouttes, mais dans des proportions ridicules par rapport aux besoins. Problème de l'eau qui n'est pas du tout, qui peut pas être traité, et avec une population qui est, c'est l'image qui me vient qui est terrible, d'un troupeau. C'est-à-dire qu'on met un troupeau à un endroit et puis on lui dit le lendemain, il faut partir ailleurs. Pour aller où? On n'en sait rien, mais pour soi-disant éviter les bombardements. Donc les gens, dans la panique, se déplacent, et puis 2 heures après, on va leur dire mais non, il faut aller là-bas. Et donc il n'y a plus aucun endroit à Gaza qui est sûr. Les zones qui avaient été soi-disant nettoyées par Israël, en fait, il y a eu des combattants du Hamas qui sont réapparus, donc il y a des combats qui reprennent. Donc il n'y a plus aucune zone qui peut permettre d'être des zones de refuge. Même les fameuses zones humanitaires mises en place par Israël ne correspondent plus à la réalité. Et donc on est face à un désastre absolu où les populations civiles sont vraiment traitées, passez-moi l'expression, mais comme du bétail. C'est-à-dire qu'on les trimballe d'un endroit à un autre.
mais sans leur offrir pour autant une certaine sécurité. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant les Gazaouis disent de toute façon, on nous dit de partir, mais on va pas partir parce qu'on est déjà parti 3, 4, 5, 6 fois. So what? Pour arriver à quoi? Et on continue à se faire bombarder. Donc il y a vraiment un sentiment, mais une réalité de désespoir qui va au-delà des mots que je peux utiliser pour décrire cette situation. Et les quelques témoins, il y a encore des médecins, des organisations internationales, MSF autres, qui arrivent à envoyer des missions, qui font ponctuellement, qui rentrent et qui ressortent. Et lorsqu'ils vous décrivent la situation, vous restez absolument, c'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et quand on voit l'air un peu réjoui de Netanyahou lorsqu'il va à Gaza, c'est absolument indécent de pouvoir s'exprimer et montrer ce visage avec cette espèce de petit sourire en coin pour dire qu'ils arrivent à faire ce qu'ils doivent faire. Palestinienne se fait massacrer, génocider. Et donc, comme toutes les semaines, nous sommes là. Et nous serons là jusqu'au cessez-le-feu permanent. Et donc, je passe la parole à Anne-Noël qui va lire le texte que Gérard nous a soumis, qui est un texte de la FPS nationale. Israël, État criminel contre les peuples et contre la paix. Alors qu'il poursuit son entreprise génocidaire contre la population de Gaza, faisant chaque jour plus de victimes et de blessés, détruisant systématiquement les lieux où la population peut encore trouver refuge temporairement entre deux ordres de déplacement forcés, le gouvernement israélien décide d'étendre ses frappes aux pays voisins. Ce n'est pas la première fois qu'en dépit de toutes les règles du droit international, ce gouvernement criminel s'autorise à bombarder la Syrie, le Liban, l'Irak ou l'Iran. En fait, bien avant le 7 octobre, Israël n'a jamais cessé ses opérations de représailles, ses assassinats ciblés de leaders palestiniens ou libanais. Et c'est l'impunité totale octroyée par ses alliés nord-américains et européens qui le lui permet. Une impunité confirmée lors de sa dernière visite à Washington. À chacun de ces actes de guerre depuis le 7 octobre, les craintes d'une extension au Liban et d'un conflit généralisé dans la région s'expriment dans toutes les chancelleries. Mais de fait, la guerre régionale est déjà une réalité qui a fait plus de 450 victimes au Sud-Liban et près de 1800 blessés. Et ce qui est le plus à craindre aujourd'hui, c'est la volonté évidente de Netanyahou d'élargir encore plus le théâtre régional de la guerre au Proche-Orient et notamment d'y compromettre l'Iran. Un conflit régional lui permettrait de faire passer au second plan le génocide à Gaza et de masquer l'incapacité d'Israël à venir à bout du Hamas, mais aussi d'invisibiliser l'annexion en cours de la Cisjordanie, alors que la Cour internationale de justice vient de statuer qu'Israël doit mettre fin à l'occupation et à la colonisation du territoire palestinien occupé. Une extension de la guerre lui permettrait de surcroît de resserrer politiquement les rangs de la société israélienne autour de son gouvernement d'extrême droite, afin de faire taire celles et ceux qui manifestent chaque semaine de plus en plus massivement pour exiger un cessez-le-feu à Gaza et le retour des otages encore détenus par les groupes armés palestiniens. Cette logique guerrière vient d'être confirmée par 2 attaques israéliennes menées sur la banlieue sud de Beyrouth et sur la capitale iranienne. À Beyrouth, c'est un commandant du Hezbollah libanais, Fouad Choker, qui a été visé, accusé par Israël d'être responsable du tir meurtrier qui a tué 12 jeunes druzes alors qu'ils jouaient au football samedi dernier.
L'attaque israélienne sur Beyrouth a fait 3 victimes et blessé plus de 70 personnes, alors même que la responsabilité du Hezbollah dans le massacre des enfants de la communauté druze de Majd al-Shams reste sujette à caution. Une fois de plus, le narratif israélien a été repris en chœur par les États-Unis et les principaux médias occidentaux, sans qu'aucune enquête internationale ne soit ouverte, et a servi à justifier une attaque meurtrière au cœur de la capitale libanaise, sans aucune condamnation internationale. Quelques heures plus tard, à Téhéran, c'est le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui a été victime d'un missile. C'est une version qui est controversée maintenant, hein. Il semblerait qu'il y ait eu une bombe dans les sous-sols de l'immeuble. Qui a été victime d'un missile alors qu'il était en visite à l'occasion de l'investiture du nouveau président iranien. Ismaël Haniyeh était une cible revendiquée par les autorités israéliennes depuis longtemps. Avant lui, elles ont assassiné 3 de ses fils et plusieurs de ses petits-enfants. Ismaël Haniyeh était le négociateur en chef pour son mouvement dans les discussions sur un éventuel cessez-le-feu à Gaza et les échanges de prisonniers. Le nouveau calendrier de ces négociations venait d'être fixé, notamment à la demande des États-Unis. Une fois de plus, Netanyahou a prouvé qu'il ne veut pas entendre parler de trêve, encore moins de cessez-le-feu. Sinon, comment comprendre qu'il ordonne l'assassinat du principal interlocuteur palestinien aujourd'hui ? Ces nouveaux crimes de guerre interviennent dans un contexte politique israélien tendu, où l'on vient d'assister au spectacle ahurissant de députés qui débattent à la Knesset pour savoir s'il est légitime de torturer et de violer des prisonniers palestiniens. Pendant que des ministres prennent la tête d'une manifestation d'extrême droite pour empêcher les autorités militaires de livrer à la justice les soldats tortionnaires soupçonnés d'avoir commis ces crimes de guerre. Pendant ce temps, à Paris, à l'instar du président Macron, certains voudraient nous faire croire à l'existence d'une trêve olympique. Une illusion utile pour masquer le blanchiment des crimes de l'occupation et de la colonisation israélienne contre le peuple palestinien par la présence des athlètes soldats israéliens et israéliennes. Que dire encore de la présence du président israélien Isaac Herzog à Paris, celui qui affirmait « Il n'y a pas d'innocents à Gaza » a pourtant été l'invité privilégié du président français. Emmanuel Macron qui, lors de sa dernière intervention télévisuelle, a jugé nécessaire de réaffirmer le droit d'Israël à se défendre. C'est bien la complicité de ses alliés nord-américains et européens qui permet à Netanyahou de poursuivre sa politique effroyable, faite de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Seule la fin de l'impunité d'Israël pourra permettre d'espérer l'arrêt de cette guerre régionale. La FPS rappelle la nécessité absolue d'un cessez-le-feu immédiat et permanent et d'une mobilisation en solidarité avec le peuple palestinien et tous les peuples victimes de cette fuite en avant d'Israël vers un embrasement généralisé de la région. C'est le Bureau national de la FPS qui a publié ce communiqué le 1er août 2024. Maintenant, on va se diriger, comme on le fait maintenant, au moins pour l'été, à place du 8 septembre, où on tiendra un point fixe. Et puis, on relira le communiqué. On assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. On assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. On assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. On assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. Qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. On assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. On assassine, ce n'est pas les médias.
État d'Israël, État colonial, État criminel, État d'Israël, État colonial, État criminel, État d'Israël, État colonial, État criminel, État d'Israël. Gaza, on t'oublie pas. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Vive, vive la Palestine. Vive, vive la Palestine. Vive, vive la Palestine. Vive, vive la Palestine. Free, free 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 Palestine. État d'Israël. État colonial. État criminel. 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 État d'Israël. État... Le micro est ouvert à qui veut, à qui le veut. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Alors, je ne pense pas être décalé, mais je pensais qu'il était important d'attirer l'attention aussi sur les prisonniers palestiniens. Alors, moi j'ai retenu qu'actuellement il y en a 10 000 prisonniers. Alors, bien sûr, 10 000, bien sûr il y a des enfants, il y a des femmes. Je sais que vous le savez tous, que ces prisonniers subissent les pires sévices, la pire torture, la pire barbarie. Certains disent que c'est Guantanamo peut-être multiplié par 10. Alors, bien sûr, comment dire, comme exemple des sévices qui sont perpétrés par les Israéliens dans les prisons, on trouve par exemple le bandage des yeux, on trouve par exemple l'absence totale pour certains prisonniers, l'absence totale de soins médicaux. Alors, un peu plus dur, je sais qu'il y a des prisonniers qui ont subi des attaques de chiens qui sont entraînés à cet effet. Je sais qu'il y a aussi certains qui ne sortent pas de la prison, qui sont liquidés physiquement. Alors, il y a aussi des gens qui rentrent, qui sont pendant toute la durée de leur incarcération, ils sont mains et pieds liés, jour et nuit, à tel point que certains, on me dit qu'ils ont perdu soit leurs mains, soit leurs pieds, parce que les menottes sont trop serrées. Beaucoup meurent en prison, beaucoup perdent la mémoire, beaucoup, comment dire, moi j'ai eu des témoignages disant que beaucoup deviennent fous. Alors tout ça pour dire qu'en fait, pour moi en tout cas, tous ces sévices ils sont exercés par une société israélienne qui est, de mon point de vue, c'est une société malade, soutenue par un Occident impérialiste, et voilà, c'est un État, c'est une société qui est vraiment une des pires inventions de le mot peut-être il est trop fort, de la civilisation occidentale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on nous dit que la population israélienne est fière de l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh. Elle est fière, exactement comme la population allemande était fière de la Blitzkrieg de Hitler. C'est pareil, ça resserre les rangs. C'est absolument écœurant. Maintenant, si vous voulez comprendre
pourquoi Ismaël Haniyeh était si populaire parmi tous les Palestiniens, vous devez vous informer. Et pour vous informer, je vous conseille de consulter le site Orient 21, qui est un site créé par Alain Grèche, un journaliste du monde diplomatique, et qui est rédigé par des spécialistes de l'Orient et beaucoup d'universitaires. Et donc, il y a un des derniers articles analyse la déclaration qu'a faite Ismaël Haniyeh le jour du 7 octobre. Soi-disant, il n'était pas prévenu, mais vu la déclaration qu'il a faite, il était tout à fait prévenu. Et c'est une déclaration extrêmement mesurée. Et c'est comme ça, en s'informant sérieusement sur ce que sont les leaders palestiniens, que l'on peut comprendre l'immense deuil que ressent la population palestinienne à la suite de son assassinat. Il y avait un slogan sur les murs de Belfast au moment de la guerre civile en Irlande du Nord qui disait « On peut tuer les révolutionnaires, mais on ne peut pas tuer la révolution ». Ils peuvent tuer tous les Ismaël Haniyeh qui existent sur la planète. Ils auront toujours des remplaçants et des remplaçantes. Parce que la situation est telle que sans justice, il n'y aura pas de paix. Moi, je voulais parler des raisons qui pousseraient la France à soutenir Israël. Ce que l'on constate, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est que on constate dans l'histoire que le soutien de la France à Israël a été très fort, notamment dans les années 50 et dans les années 60. Tout simplement parce que la France était à ce moment-là en train d'opprimer l'Algérie, en pleine guerre pour opprimer l'Algérie, de la même manière que Israël était en pleine guerre pour opprimer les Palestiniens. Donc ce qu'on constate, c'est que non seulement, c'est qu'en réalité, dans le monde, il y a un soutien colonial très fort entre les pays colonisateurs. Israël colonise et la France est elle-même colonisatrice en Kanaki. C'est pour cela que la France soutient Israël. On observe également, on peut également comprendre le soutien américain à Israël par un fait très simple et à la fois très inquiétant. Les États-Unis se sont fondés sur le massacre des Indiens avec une brutalité et une atrocité presque inégalée dans le monde. Aucun des traités signés entre les Indiens et les Américains ont été respectés. Les Américains avaient une seule ambition, massacrer les Indiens et les génocider jusqu'à ce qu'ils n'existent plus de manière significative sur le continent nord-américain. Israël a exactement le même objectif avec les Palestiniens. Israël et le gouvernement d'extrême droite n'a aucune intention de négocier. S'il le fait, c'est dans un seul objectif: duper les populations pour mieux les exterminer. Le meurtre d'Ismaël Haniyeh le montre. Ismaël Haniyeh était en charge des négociations entre le Hamas et Israël. En réalité, Israël veut, avec cet assassinat, empêcher et tuer dans l'œuf toute négociation. Le but d'Israël est de génocider les Palestiniens jusqu'au dernier. Il n'est pas de négocier. À rappeler que la France a exactement le même objectif dans les territoires coloniaux qu'elle gouverne, à savoir en Kanaki et dans les Outre-mer. Merci. En fait, Netanyahou, en agissant ainsi, confirme ce que l'on pense de lui. L'histoire retiendra de lui l'un des plus grands criminels du XXIe siècle. Il a été reçu comme un héros au Congrès américain. Et il est allé, il s'est rendu là-bas, il a reçu une ovation en demandant aux contribuables, il faut dire que cette guerre qui se déroule à Gaza est financée par les contribuables occidentaux à leur insu. Voilà la réalité. À chaque fois qu'il se déplace, donc lui,
et il peut bouger, mais Poutine qui est condamné, hein, il ne peut pas bouger de chez lui, mais lui, il bouge comme il l'entend. Il faut savoir qu'on ne peut pas comprendre, et ça, il faut avoir le courage de le dire, ce qui se passe si on ne comprend pas le lobby puissant de sionistes aux États-Unis, l'AIPAC. Je vous invite à approfondir cette question et comprendre mieux le fonctionnement du monde. C'est en fait cet organisme qui exerce une influence importante sur la politique étrangère des Américains. Il faut savoir que lors de chaque élection présidentielle aux États-Unis, les candidats sont tenus de maintenir l'aide de 5 milliards de dollars à Israël. Et ça, depuis très longtemps. Et c'est pas inutile de vous rappeler que cette guerre quand même se déroule dans un petit territoire de 41 km de longueur et qui oscille entre 5 et 12 km de largeur. Au départ, on a dupé le peuple palestinien, gazaoui. On leur a demandé de se réfugier dans le sud pour échapper au bombardement, pour qu'en final, on les bombarde là où ils sont entassés actuellement. Il faut savoir qu'il y a plus d'1,5 million de personnes dans le sud qui n'ont même pas ce que nous considérons comme des choses essentielles, l'eau et la nourriture. Le quotidien d'un Gazaoui, c'est de se débrouiller pour aller chercher le minimum, à savoir le pain et l'eau. Au XXIe siècle, la politique de génocidaire d'Israël passe par affamer ce peuple gazaoui qui ne trouve pas l'essentiel pour subsister. On a décimé des familles entières ont été décimées. Vous vous rendez compte, sur le long terme, au niveau psychologique, au niveau mental, quelle génération on va préparer? Quelle génération on va préparer? Chacun de nous aspire à une vie meilleure pour sa famille. Mais les Gazaouis n'ont même pas le sommeil. Vous vous rendez compte? Ici, quand votre voisin utilise une perceuse le dimanche, ça vous énerve? Alors vous imaginez un Gazaoui bombardé jour et nuit? C'est incroyable. Comment se fait-il que ce pays criminel, au-dessus des lois, qui bafoue le droit international, continue à agir sans impunité? Aujourd'hui, je crois que c'est le 300e jour de guerre à Gaza. Et il est proposé qu'on observe une minute de silence. Attends, j'ai 10 minutes de silence. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, bataille guillotinée. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, bataille guillotinée. Macron.